Alors, j'ai hérité de la difficile tâche de vous maintenir éveillé après ce repas frugal. Ce qui est bien, c'est qu'on est déjà au gymnase. Parce que le plus dur, c'est quand on est à l'amphi, là, parce qu'on est dans les sièges bien confortables, et puis on aimerait se laisser aller. Alors, l'intervention que j'ai à traiter, elle est sur le tir. C'est à la fois une intervention ou un thème plutôt classique. On retrouve souvent dans la formation le tir, le tir, le tir, le tir, le tir. Et à la fois, j'ai voulu aussi, outre les exercices que je vais vous présenter, le traiter d'un point de vue pédagogique. Et comme je l'ai fait ce matin sur le jeu rapide, je vais commencer par une histoire. Alors, c'est l'histoire d'un jeune entraîneur qui démarre sa formation d'entraîneur, qui commence à avoir une équipe. Et comme beaucoup d'entraîneurs qui commencent, il a ce besoin absolu que les choses soient très cadrées, qu'il y ait beaucoup de contrôle. Il a besoin d'exprimer sa connaissance, lui en tant qu'entraîneur, en tant que posture de maître, un petit peu par rapport à l'élève, de faire passer beaucoup d'infos, de connaissances. Et ça s'exprime par exemple sur des exercices avec de jolies rotations. La colonne qui va bien, le déplacement du joueur qui passe de telle colonne à telle colonne. On va chercher sur le livre l'exercice qu'il faut absolument faire. Là, alors hop, je cherche un exercice sur le tir, donc page 212, hop. Ah bah super, j'ai mon exercice pour ce soir. Ah, puis les rotations, elles sont vachement bien. Bon, bah, cet entraîneur-là, c'est ce qu'il fait. Il met ça en place. Ça s'exprime aussi sur le travail du tir par, quand on est jeune entraîneur, là, comme cet entraîneur-là, plein d'enthousiasme, plein peut-être de connaissances techniques, et ben on essaie de retranscrire tout ça à ses joueurs, parce que c'est bien. Si moi j'ai toute cette connaissance-là en tant qu'entraîneur, je vais essayer de la donner à mes joueurs et à mes joueuses. Cet entraîneur-là, c'était ni plus ni moins que moi quand j'ai commencé à entraîner. Alors je ne sais pas si c'est la sagesse, mais plus le temps passe et plus je me dis qu'on est plutôt bien formé dans les connaissances en tant qu'entraîneur. Parce qu'on a beaucoup de contenu, enfin, puis aujourd'hui avec Internet c'est extraordinaire. Vous tapez exercice de tir, entre ce qu'on peut proposer en France et ce qu'il peut y avoir aussi sur les sites notamment américains, mais vous pouvez être gavé. Des bouquins, il y en a. Mais là où je trouve où on n'est pas encore assez fort aujourd'hui dans nos formations, c'est sur les aspects pédagogiques. C'est comment est-ce que effectivement on permet à nos joueurs et à nos joueuses de progresser le plus possible, d'exploiter son propre potentiel. Et par rapport au tir, c'est quelque chose qui est très 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 particulier. Donc voilà, je voulais introduire le sujet par ça, parce que effectivement, moi quand j'ai commencé à entraîner, j'ai fait énormément de travail analytique avec mes joueurs. J'ai souvent aussi des échanges avec mes collègues entraîneurs, notamment parce que sur le pôle espoir, on est en charge des jeunes du lundi à l'entraînement jusqu'au vendredi matin à l'entraînement, mais le vendredi soir, ils retournent dans leur club. Et forcément, il faut qu'il y ait un lien qui se fasse entre les entraîneurs ici au pôle et l'entraîneur de club, notamment de façon à ce que le gamin soit suivi. Et on échange souvent par rapport au tir, et on se retrouve souvent dans ces difficultés-là, où on a l'impression de ne pas pouvoir transformer gestuellement un gamin. Alors à ça, il y a plusieurs choses, pour moi. Il y a le fait que déjà sur une certaine catégorie, là, comme la catégorie minime, celle dont j'ai en charge, c'est encore plus vrai sur les U17, on peut difficilement, c'est pas infaisable, ça va dépendre des personnes et de l'investissement qu'elle est prête à mettre. Mais on peut difficilement décabler pour pouvoir recabler derrière. Vous prenez l'image d'une armoire électrique. Voilà. Donc les lumières ne sont pas dans toutes les pièces, mais bon, il y a l'éclairage minimum pour pouvoir fonctionner. Et moi, je suis électricien, j'ouvre l'armoire électrique et j'enlève tous les câbles, tous. Et là, boum, la lumière tombe, on est dans la nuit complète. Il va falloir que je recable derrière. En plus, je suis dans le noir, j'ai du mal à voir si effectivement je suis bien en train de recabler comme il faut, pour que peut-être on arrive, quand j'aurai fini tous ces travaux-là, à ce que la lumière soit dans toutes les pièces. Et bien le joueur fonctionne un peu de la même manière, le joueur et la joueuse. J'entends par là que
lorsque le joueur va se retrouver complètement dans le noir, c'est une crise de confiance énorme. Est-ce que le joueur, la joueuse est prêt à accepter ça? Se dire, je vais revenir à l'instant zéro de mon tir. Est-ce que la joueuse va le supporter dans le temps de revenir à l'instant zéro? Parce que quand on déconstruit complètement un tir, j'avais 20% de réussite à 3 points, ok, c'est un pourcentage très très moyen, voire faible, mais au moins, j'en mettais 2 sur 10. Donc j'en mettais un de temps en temps. Là, je déconstruis tout, je reviens à 0. 0, 0. Parce que je suis prêt à l'accepter. D'aller vers cette direction-là. Combien de temps ça va durer? Et puis, il y a aussi des armoires électriques qu'on ne peut pas décaper. Voilà. Parce que les choses sont installées. Ça, c'est le premier préambule. Le deuxième préambule, c'était de se dire que je pense que notre culture basketballistique, qui est une culture très technique, nous a fait peut-être aller trop loin pédagogiquement par rapport à ces aspects techniques-là. J'ai eu la chance de pouvoir faire 2 voyages d'études, un en Serbie et un en Espagne. Donc Greg, vous avez vu l'intervention sur l'Espagne ce matin? Voilà, donc Greg vous en a parlé. Bon, l'Espagne est une nation correcte dans le tir, pas une super nation. Voilà, les Serbes, c'est une grosse nation. Et sur ce que j'ai pu voir en Serbie, finalement, je me suis aperçu. Alors, moi, je m'attendais déjà à ce qu'ils fracassent les gamins, que ça soit hyper dur, machin. Non, faux. Chez les jeunes, c'est des vrais pédagogues. Des vrais pédagogues. Et ils étaient arrivés à fixer 1 ou 2 trucs. Mais juste 1 ou 2 trucs par rapport au tir. Et tous les gamins, bizarrement, par rapport à ce que moi, je m'attendais de trucs, ils avaient tous, effectivement, une gestuelle qui était une bonne gestuelle. Alors, je vous parlais de ces 1 ou 2 trucs. Mais du coup, ça m'a interpellé. Parce que nous, comment on fonctionnait, c'était de se dire, voilà, bon, bah, le gamin, on était dans une espèce de vision parfaite du tir, en se disant, il n'y a que ce tir-là qui peut fonctionner. On faisait souvent l'analogie avec l'athlète, en disant, l'athlète, le sprinter, il faut qu'il ait des gammes d'appui qui soient nickel, si un jour il veut pouvoir performer sur le 100 mètres. Et c'est vrai que c'est mieux d'avoir une bonne gestuelle dans le basketball pour essayer de réussir. Mais c'est pas totalement obligatoire. En préparant l'intervention, je me suis dit, tiens, c'est vrai que... Alors, j'ai cherché des gestuelles vraiment nickel. Hein. Par exemple, une gestuelle qui est vraiment, vraiment top, celle de Ray Allen, en garçon, qui a peut-être été l'un des meilleurs shooters en NBA. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a retrouvé un club ou s'il continue ou pas. Bref. Pour l'instant, il fait rien, il se repose. Donc lui, gestuel, super. Mais du coup, en cherchant ça, je me suis dit, ah ouais, mais attends, il y a d'autres shooters comme lui qui étaient vraiment bons shooters. Et, alors, pour les plus anciens d'entre vous, ça vous parlera. Les plus jeunes, je sais pas. Mais Larry Bird. Gros shooter, Larry Bird. Hein, il a gagné plusieurs fois le concours de tir à 3 points. Est-ce que vous vous rappelez un peu de la gestuelle de Larry Bird? Ça fait sourire, Alain. Ouais, c'est ça. Il avait un tir sur le côté, derrière la tête. Vraiment, on va pas dire, c'est pas une gestuelle hyper académique. Sacré shooter quand même. Plus proche de nous, et un exemple féminin, Céline Dumerc. Vous avez vu cette photo sur le poster, elle est comme ça là? Ouais, bon, on est quand même bien content des tirs qu'elle a mis au JO. Donc tout ça pour vous dire qu'à un moment, effectivement, il faut être concentré sur la mécanique, la gestuelle de tir. C'est important, mais c'est pas quelque chose qui doit être complètement rédhibitoire dans notre enseignement. Le joueur qui commence effectivement, et on verra ce qu'il faut arriver à mettre en place, et qui commence à mettre dedans, peut-être que si, mécaniquement, il est organisé comme ça. Je vous donne un exemple plus simple, peut-être qui vous parlera un peu plus. C'est dans le tir, et ça je pense que c'est dû à la visée, et je pense qu'on n'est pas tous les mêmes par rapport à ça. Ça, il faut arriver à repérer. Certains joueurs peuvent effectivement garder leur tir, qui va plutôt se décaler sur le côté. Hein. Vous êtes d'accord qu'à un moment, le tir il se décale légèrement sur le côté. On a souvent le coude qui essaie de s'aligner, d'accord? Là, donc le ballon est légèrement sur le côté, mais pourtant, moi je garde la tête droite pour viser. Moi. Par contre, certains joueurs ont besoin de se mettre comme ça, pour être vraiment les yeux en face du ballon et donc du cercle. Et si je veux avoir ça, vous avez vu mes appuis? C'est plus les mêmes.
Je suis obligé de tourner mon bassin pour tourner effectivement mes épaules et pour avoir vraiment la tête en face du ballon. Là, c'est moins le cas. Notamment quand je suis à la fin. Ça, je pense que c'est effectivement une forme d'unicité. Les gens ne sont pas les mêmes les uns par rapport aux autres. Et voilà quelle petite différence on peut avoir. Et je pense que Céline Dumerc, elle serait, si demain, alors peut-être pas aujourd'hui parce qu'elle est senior, mais si elle avait eu un entraîneur, peut-être qu'elle a eu, je ne sais pas, hein, mais si elle avait eu un entraîneur en cadette qui lui dit non, mais ça là, ça c'est... Arrête tout quoi. Non, c'est ça, tiens. C'est pas ça. Je ne sais pas si aujourd'hui elle serait aussi à droite que ce qu'elle l'est. Je m'interroge. Bon, pour revenir un peu plus dans le présent, en discutant avec les Serbes, eux ils ont fixé 2-3 trucs. Et je me suis dit, c'est pas bête comme socle commun. Les 3 trucs qu'ils ont dit, qui est super important dans le tir, c'est l'attraper de la balle. Quand j'attrape le ballon. Et vous allez voir, les choses sont... C'est bête comme chou. Hein. C'est la main qui tire. Donc moi je suis droitier, ma main forte, d'accord, va se placer derrière le ballon. Donc je prépare cette main-là pour qu'elle soit derrière le ballon. Et la main qui ne tire pas, la main qui accompagne, va se mettre sur le côté du ballon. Et le truc qui est très important, c'est les doigts qui montrent le ciel. D'accord ? Ce qui permet effectivement déjà de gagner un temps. Parce que souvent on a des joueurs qui attrapent, des joueuses qui attrapent le ballon en ayant plutôt les doigts qui montrent devant eux plutôt que le ciel. Donc on perd un certain temps. Donc, le fait simplement sur les attraper, d'être tout de suite comme ça, ils ont déjà solutionné en grande partie ce qui va découler derrière. Ça, c'était la première chose, attraper de la balle. La deuxième chose qu'ils fixaient, et ça c'était ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'aspect pédagogique, c'est qu'ils obligent les gamins à garder le bras tendu jusqu'à ce que le ballon ait touché le sol. Alors, quand je tire, par exemple, voilà, je vais tirer, je ne bouge pas jusqu'à ce que le ballon ait touché le sol, dans les exercices qu'ils mettent en place. Merci Gilles. Et le troisième chose qu'ils mettaient en place pour travailler la mécanique de tir, c'était le relâchement. Et ça, c'est là-dessus où j'ai eu le plus... je me suis dit, c'est vrai, putain, c'est dingue. On était, je pense, arrivé dans un tel point de vouloir tout décortiquer du geste, d'être tellement analytique dans le geste, qu'on robotisait les joueurs. Et le geste n'était plus fluide. On aurait dit, le geste... vraiment quelque chose qui était très robotisé, qui manquait de relâchement, et qui était donc plus un bon tir, plus en tout cas un tir qui pouvait conduire à l'efficacité. Et pour pouvoir avoir ce relâchement-là, donc l'attraper de la balle, okay, le fait de maintenir le geste jusqu'à ce que le ballon ait touché le sol, et une fois que la balle avait quitté mes doigts, il sautillait. Et je me dis, mais pourquoi sautiller? Il me dit, alors le fait de sautiller, déjà ça va t'obliger à sauter. Normalement, un tir, alors que tu le prennes en suspension ou en extension pendant que tu es en train de monter, il faut sauter. C'est pas impossible. Et notamment chez les petits, des fois on a des gamins qui tirent comme ça. D'accord? Et puis 2, le sautillement que vous faites avec les pieds, bizarrement, vous le retrouvez dans le poignet. Et là, on a un vrai relâchement. Quand je tire comme ça, on a... Je perds mon truc là. Hop, on a ce relâchement au niveau du poignet qui est hyper important. Ça, par contre, il me semble que c'est une constante qu'on retrouve chez tous les joueurs qui sont de forts shooters, c'est que c'est des gens qui ont un vrai poignet. Ils arrivent à la fois à avoir de la force dans ce poignet, l'exemple même c'est Dubuisson. Dubuisson, il se mettait dans les tribunes, il s'asseyait comme ça, poignet, boum, et il marquait. Et donc un vrai poignet, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. La force et le relâchement. Ils arrivaient à combiner, les forts shooters qui ont un vrai poignet, ils arrivent à combiner à la fois la force d'expulsion avec le poignet, mais aussi une vraie souplesse, une forme de relâchement, une forme de fluidité. Voilà. Donc du coup, maintenant, quand j'enseigne le tir, ou quand j'essaye un petit peu de corriger les gamins qui ont trop d'aléas par rapport au tir, qui ont vraiment des tirs qui ne peuvent pas conduire à la réussite, le socle commun, c'est ça. Et je fixe toujours ce socle commun-là, dans tous les exercices qu'ils font. Après, on va rajouter une composante, pas plus, pas 15, parce que ça on a fait les bêtises avant, hein. Ça veut dire que les gamins ils faisaient leur travail analytique de tir,
Puis moi je passais, je dis ah là je pense que ton coude il sort un petit peu trop, tu devrais le rentrer. Ah ok. Puis il y a notre entraîneur, parce que donc on essaye de faire en sorte que lorsqu'on a beaucoup de personnes qui sont en train de tirer, ben, les entraîneurs se baladent. Notre entraîneur est passé, il dit ah ton appui là, moi je ferai comme ça. Puis la semaine d'après, c'était encore de nouvelles consignes. Mais pédagogiquement, ça n'a pas de sens. Pour progresser, il faut répéter. Il faut essayer de faire en sorte que ça soit un peu fun, mais il faut répéter. D'accord? Surtout quand on est dans un apprentissage technique. Vous voyez l'erreur se répéter régulièrement. Effectivement, là, vous pouvez intervenir auprès de votre joueur ou de votre joueuse. Mais pas de n'importe quelle manière. On est des champions en France de la pédagogie par l'erreur. Je m'explique. Je vois une erreur. Ah, c'est pas bien. T'aurais dû faire ça comme ça. Je vois une autre erreur. Ah, c'est pas bien. T'aurais dû faire ça comme ça. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Croyez-moi, quand on vous dit tous les jours, c'est pas bien, comment est-ce que vous construisez psychologiquement un mental de champion? Comment est-ce que vous allez prendre votre tir quand on vous a dit c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien? Je peux vous dire qu'à un moment, vous allez forcément croire que c'est pas bien, de façon générale, que vous n'êtes pas bon, quoi. Donc à un moment, il faut que nous aussi, en tant qu'entraîneurs, on ait cette vigilance-là pour parler aussi de tout ce qui est bien. De le pointer du doigt, de le faire voir, de dire c'est bien. Bravo! Bravo! Dans l'ensemble de la pédagogie qu'on met en place et dans le tir aussi. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'est pas dans un monde de bisounours, il y a des choses à un moment qui ne sont pas bien, et il faut aussi les pointer du doigt. Oui, bien sûr. Alors, 3 possibilités. Vous fermez les yeux. Parce qu'à ce moment-là, ça ne mérite pas, effectivement, comme on l'a dit, il n'y a pas reproduction de l'erreur. Vous fermez les yeux et on met à la poubelle. C'est pas de moi. Hein. C'est un collègue, un spécialiste de la com qui vient du rugby, qui m'a donné ces solutions-là, Fabrice Brochard. Lui, il me disait, voilà, t'as ça, qu'est-ce que tu fais? T'as une erreur qui se reproduit, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on oublie. Ferme les yeux, on met à la poubelle. Tu as remarqué l'erreur, mais l'intensité de l'entraînement, l'humeur du joueur fait que c'est pas le bon moment pour en parler. Tu mets au garage et tu y reviendras plus tard, à un moment plus propice. Par exemple, quand le joueur est en train de boire un coup entre 2 exercices, vous allez voir la joueuse, tranquillement, vous dites qu'est-ce que tu as pensé de ce tir-là? Et là, l'idée, c'est de la faire verbaliser, de lui faire dire les choses. Ça a des avantages. Un, de permettre effectivement à la joueuse d'être sûre qu'elle a bien compris. Quand on verbalise les choses, au moins je suis sûr qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Alors que si je le dis directement, je ne suis pas sûr. Si je regarde Fred, je lui dis non, mais ton coude il est à l'extérieur. Est-ce que Fred l'a bien compris? De la même manière que moi, j'aimerais qu'il le comprenne? Pas sûr. Pas sûr. Donc ça a cet avantage-là. Et puis 2, quand on verbalise, on est acteur de sa propre formation quelque part. C'est beaucoup plus motivant, on arrive beaucoup plus à s'approprier les choses de cette manière-là. La 3e possibilité, c'est une forme d'auto-analyse. Je m'explique. C'était quelque chose qui était difficilement possible sur des niveaux intermédiaires. Et même nous, là, on a un petit peu de matériel, c'était compliqué de filmer les gens. Tiens, tu tires, machin, hop. Tu vas voir après la vidéo. On a fait des trucs, hein, mais c'était des usines à gaz avec un chariot, une télé, un magnétoscope et tout le merdier. Vous faites ça 15 jours, puis après, ça nous prend tellement la tête que vous ne le faites plus. Sauf qu'aujourd'hui, on a tous des smartphones. L'iPhone, machin et tout ça. Et sur ces téléphones-là, 80% des gens ont, on va dire. Sur ces téléphones-là, vous avez toujours une fonction pour pouvoir filmer. Et là, sur votre exercice de tir, ça c'est génial. Vous tirez, vous êtes derrière, hop, on recule un petit peu. Et puis après, faites voir au joueur, à la joueuse, bah, tiens, regarde là, est-ce que tu peux me parler effectivement de la position de ton coude? Qu'est-ce que tu en penses? Souvent, le joueur ou la joueuse dit « Ah ouais, j'avais pas réalisé. Je pensais que, parce que c'est vrai qu'il me disait souvent, là, mon coude, il sortait trop. Mais du coup, là, je comprends mieux, parce que moi, tu me le disais, mais je pensais qu'il sortait pas autant que ça. Là, j'ai vu. Je comprends un peu mieux. » Il y a un autre truc qui peut être intéressant par rapport à la vidéo, une autre forme de pédagogie, c'est le mimétisme. C'est de se servir du modèle. Si vous êtes vous-même fort joueur, fort shooter, avec une mécanique de tir vraiment intéressante, vous pouvez démontrer. Pas le cas de tout le monde.
Si vous n'avez pas ces qualités-là, vous ressortez à nouveau le téléphone, vous vous êtes débrouillé pour trouver la belle gestuelle de Realen, et dit rien. Tu vois? Voilà, la gestuelle de tir, c'est ça. Parce que ça peut nous paraître évident, nous, voilà, on a appris techniquement que la gestuelle c'était ça, parce qu'on a suivi des formations pour ça. Le joueur, on ne sait pas. D'accord? On ne connaît pas sa culture. Enfin, moi, je vois pour les garçons, voilà, ouais, ok. Voir des images de NBA avec LeBron James qui se matchent, là, alors ça, ok. Ça, ils envoient des images. Maintenant, voir beaucoup d'images de notre championnat, pour eux, c'est inaccessible. Voilà. Mais voir juste des images de shooters en NBA, vous tapez top 10 NBA, vous pouvez être sûr que la première page, toute la première page de lien, c'est que des smatchs, hein. C'est que des dunks. Pas des tirs à 3 points. Hein. Donc, vous devez aussi participer un petit peu à permettre à vos joueurs et vos joueuses de pouvoir, effectivement, peut-être avoir un modèle par rapport à ça. Et là, le téléphone sert bien. Ok, il me faudrait, quand tu auras fini ton texto, Quentin, tu vas venir avec moi. Allez, viens. Hein? T'es volontaire? Allez, à taille 6. Alors, il y a deux grands champs. Il y a l'aspect un peu analytique, dont on a parlé un petit peu là. On va voir 2-3 petits exercices. Fred Aubert, qui est un préparateur physique, qui a longtemps bossé pour la Fédération française de basket, il disait « vaut mieux un petit peu souvent que beaucoup une fois ». Je me dis ça c'est super bien, parce que du coup je m'en sers à chaque formation de cadre, je sors ma petite phrase « vaut mieux un petit peu souvent que beaucoup une fois ». Et c'est vachement intéressant parce que c'est très vrai, on va être dans la répétition, et plutôt que de se dire on va faire un gros cycle de tir, non, on fait du tir tout le temps. Il y a certaines composantes aujourd'hui, comme le tir, comme le jeu rapide pour moi, qui sont des choses qui doivent nous suivre tout au long de l'année. Tout ce qui est gamme analytique de tir, je pense que c'est quelque chose qui doit suivre le joueur, alors de façon vraiment beaucoup sur le joueur qui débute, la joueuse qui débute, hein, il faut qu'il en fasse beaucoup pour acquérir la technique de tir, et puis après il faudra tout le temps en faire un petit peu tout au long de sa carrière. Même les joueurs pros. Alors ça les anglo-saxons ils en sont friands, mais vous voyez souvent, les joueurs quand ils s'échauffent, on commence proche du cercle. Dirk Nowitzki, je commence proche du cercle, je fais attention à la mécanique. Oh, puis il recule, je fais attention à la mécanique. Et il fait ça tout le temps. Comme le pianiste qui révise ses gammes. Ok? Donc petit exercice analytique, on commence. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette qualité de poignet qui me semblait fondamentale. Alors tu vas commencer comme ça, Quentin. Tu vas te mettre tout de suite en position de tir avec le poignet rétroversé, le coude à 90, relativement proche du cercle. D'accord? Tu vas positionner ta main à côté mais sans toucher le ballon et tu vas venir tirer. L'idée c'est que tu mettes le ballon dans le cercle sans toucher le cercle. Je t'approche. D'accord? Hop. Alors, commence bien comme ça. Voilà. Je veux vraiment que tu commences comme ça. Donc du coup, avant, on avait peut-être tendance un petit peu à commencer comme ça. On se pose un peu des questions sur ça parce que ça, c'est pas un mouvement de tir. Ça, c'est parce que je suis à une main. D'accord? Le vrai mouvement de tir, de toute façon, je commence toujours comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait démarrer comme ça. Voilà. Et là, tu tires. N'hésite pas à réfléchir. Donc, petit exercice qu'on répète. L'idée, c'est effectivement systématiquement d'essayer de scorer sans toucher le cercle. Petit jeu que vous pouvez faire avec les gamins, d'accord? Alors, il ne faudra pas aller trop loin parce qu'après le truc est complètement dénaturé. Mais on peut commencer très proche du cercle. Je score sans toucher le cercle, je recule d'un demi-pas. Je score en touchant le cercle, je ne bouge pas. Je ne score pas, j'avance. Voilà. Petit truc rapide que vous pouvez mettre en place avec vos joueurs et vos joueuses. Autre truc qui est intéressant dans la gestuelle de tir, donc là ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment d'éduquer le poignet à cette force et à cette souplesse qu'il doit avoir. Tu vas commencer avec le ballon sur la cuisse, juste au-dessus du genou. Voilà. Le poignet, il est plat. D'accord? Donc là, sans rentrer trop dans les aspects techniques pour ne pas les bombarder d'informations, faites quand même attention que les appuis soient alignés, qu'on ne se retrouve pas sur des choses qui soient trop... Quand tu vas fléchir, d'accord, tu vas casser ton poignet vers l'arrière, et après, derrière, tu vas effectuer ton tir. Ok? Si je te fais la démo, ça donne ça. Tu vois un peu le truc? Je suis ici, quand je vais fléchir, hop, je casse le poignet vers l'arrière, et j'enchaîne. Ok? Tu y vas? Ok. Maintenant, on rajoute les composants dont on a parlé tout à l'heure. Donc, tu vas faire la même chose. Par contre, je veux que tu gardes le bras tendu jusqu'à ce que le ballon ait touché le sol.
D'accord? Et derrière, tu sautilles. Ok? Sautille, sautille, sautille. Voilà. Faites attention, il y a des tricheurs. Hein. Ouais, je décolle juste, je suis un peu fainéant. D'accord? Donc, pas hésiter effectivement à sauter. Ok? Tu dois vraiment sentir du relâchement. Continue. Alors, tu fais attention à tes appuis. Si tu veux bien, hop, ramener un peu les appuis. Pas trop avancer. Ouais, refais, refais. Ok. Alors, Quentin, il a un appui qui est vraiment très avancé. D'accord? Je crois que tu étais même un tout petit peu plus avancé. Bon, bref. C'est un shooter. C'est un vrai shooter. Sinon, il ne pourrait pas jouer en N3. On en ferait. Oui, c'est vrai. Ce que je veux vous dire par là, c'est que notamment sur votre catégorie là, de U17, Pierre Vincent, il appelle ça trouver la personnalité du joueur. C'est d'arriver à un moment à retrouver aussi les points forts du joueur, dans quoi il se sent à l'aise. Et ne pas avoir peur de renforcer les points forts du joueur. Quentin, il a besoin effectivement d'avancer un peu plus que le schéma classique le prévoit, son pied shooter. Vous, en tant qu'entraîneur, il faut être conscient de ça. Il ne faut surtout pas lutter contre ça. C'est quand même pas... Il n'y a rien de scandaleux, on reprend, à ce qu'il ait son appui, effectivement, voilà, qu'il soit autant avancé que ça. Je dirais certainement la chose d'une manière différente si on était avec un poussin qui apprendrait à tirer. Là, je partirais plutôt sur quelque chose de classique. Si après, je vois qu'il y a beaucoup de résistance, peut-être que j'assouplirai ma façon de faire. Par contre, avec des joueurs qui commencent à être bien câblés, très câblés, par contre, là, je ne lutte pas par rapport à ça, par rapport à ces aspects-là. Hein. D'accord? Donc, tu vas faire la même chose. Par contre, ce que je veux, c'est que tu te mettes dans le dribble, comme ça. Tu vas te mettre dans le dribble et tu vas avancer ton pied gauche, puis ramener ton pied droit et effectuer ton tir de la même manière. Ok? Tu te mets dans le dribble, tu sautilles, tu maintiens le bras. D'accord? Voilà, et tu recommences. Tu scores, tu recules. Ouais. Ok, stop. Il y a un truc qui est hyper important. Alors c'est particulièrement vrai chez les filles, qui sont moins bien équipées d'un point de vue athlétique. Les filles, elles avancent encore plus leur pied shooter. En tout cas, elles se servent beaucoup de leur pied shooter pour pouvoir tirer. Et il y a une raison à ça. C'est que lorsque j'avance mon pied shooter, on retrouve aussi chez les garçons, mais chez les filles, c'est encore plus prégnant. Lorsque j'avance mon pied shooter, je commence à mettre de la force, j'accompagne mon ballon. Si je suis droitier, en avançant mon pied shooter, j'accompagne mon ballon, je vais donner déjà de la force à mon ballon et je vais pouvoir d'autant plus me concentrer sur l'aspect de la précision. C'est pour ça qu'effectivement on voit beaucoup de tirs chez les filles où elles avancent le pied, mais c'est pour ça aussi que vous devez prendre conscience de ce genre de choses-là et qu'il y a des joueurs qui ont besoin effectivement là, voilà, de se reculer un petit peu comme ça, notamment sur les ballons qui arrivent de face, pour prendre et enchaîner. Des fois, les joueurs ne sont pas conscients de ça, mais vous devez le repérer. Et il ne faut pas avoir peur de renforcer ça, parce que vous allez renforcer leur adresse. D'accord? Par contre, chez d'autres joueurs, notamment chez les garçons, on peut avoir aussi des arrières un peu plus simultanées, notamment sur les courses sortantes. Ok? Donc tu fais le même exercice, sauf que cette fois, tu vas être sur des rotations. C'est-à-dire que par exemple, tu vas partir hop, ici, donc tu vas partir dans un premier temps derrière la ligne à 3 points, tu vas plutôt attaquer la ligne de fond dans le dribble. On va te mettre de l'autre côté, tu seras sur le pied, tu seras sur ta main droite. Voilà. Donc tu vas attaquer la ligne de fond, d'accord? Et puis lorsque tu vas stopper ton dribble, hop, tu vas pivoter pour venir tirer ici. Mais d'abord ligne de fond, pour qu'on ait un vrai pivot engagé, pour le tir. Ouais, gauche-droite, c'est ça. Ok. Tu reviens, par contre, je veux que vraiment tu attaques la ligne de fond et que au dernier moment tu pivotes. Je veux pas que tu amorces une courbe. Même si c'est juste hein, sur le plan du basket, là l'idée c'est de pouvoir essayer de combiner les appuis. Là tu as fait simultané. C'est ce que tu fais en match? Il reste derrière la ligne à 3 points. Si vous défendez sur Quentin, en N3, surtout, vous le collez. Vous le collez, dites vas-y, drive. Il ne passera rien. Vas-y. Voilà. Donc là, après, c'est comme ça qu'on introduit effectivement le travail d'appui. Ce travail d'appui-là, il est assez important. C'est une autre composante qu'il faut avoir absolument à l'esprit dans le tir.
c'est la rythmique. La rythmique. Il faut du rythme. Pas de tir sans rythme. Pas de tir sans rythme. Et le pire du pire, c'est ce qui est paradoxal, c'est la défense de zone. Vous avez souvent droit à la défense de zone face à vous le week-end. Ce qui est terrible sur la défense de zone, alors ça dépend des niveaux, mais sur les niveaux un peu intermédiaires, on peut avoir une défense de zone qu'on appelle un peu la défense de zone un peu pot de fleurs, béton. Hein, où le premier qui sort de la raquette, il est puni. Vous la connaissez celle-là. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a des tirs qui sont non pas ouverts, mais qui sont super ouverts. C'est pas normal d'avoir des tirs super ouverts comme ça. Et le joueur, quand il reçoit la balle, surtout quand il la reçoit après une passe, il se dit quoi? Il se dit, bon, j'ai eu une passe, bon, ok. Je viens de voir, je suis super ouvert. Ça me surprend. Puis deuxième chose, on vient juste de faire une passe, il faut déjà que je prenne le tir. Et c'est encore plus vrai chez les filles. Et donc là, il se passe quoi? Ah, j'hésite. Feinte, bon, feinte, ok, tu me la repasses, et puis on fait ça 3-4 fois. Bon, là, on a fait quand même 5-6 passes, je peux shooter, mais putain, c'est encore super ouvert, quoi, j'hésite. Et je suis plus dans la rythmique de tir. Un tir doit être pris de façon instantanée. Il faut qu'il parte. Alors après, il faut bien sûr avoir pu s'apercevoir que le tir était ouvert, mais un tir, oh, il y en a qui sont capables de faire. En tout cas, moi je ne l'apprends pas. Ça peut être une spécificité d'une joueuse ou d'un joueur, mais je pense que c'est lui qui arrivera de lui-même à l'acquérir. Mais les joueurs qui sont capables effectivement de feinter et de tirer derrière, c'est dur, très dur. Très très dur. Je ne dis pas que c'est pas impossible, certains joueurs et joueuses qui sont capables de le faire, mais plus peut-être sur des secteurs un peu plus proches qu'à 3 points, c'est pas évident. D'accord? Donc la rythmique, elle est super importante, et on la retrouve à nouveau dans le sautiller, la rythmique. D'accord? Exercice tout bête. Donc on est toujours très concentré sur effectivement la gestuelle. Hein, d'accord? Systématiquement, tu vas reculer derrière la ligne à 3 points, rentrer dans la zone à 3 points, je te fais passe à terre, tu fais gauche-droite, tu tires. Ok? Allez, go. Gauche-droite, tire. Sautille, maintien, et tu recules et tu reviens. Gauche-droite, tire. Maintien, sautille et on repart. Go. Ok. Donc, là, on peut commencer un petit peu à compter. Alors, vous avez tout plein d'exercices. Ce qui est intéressant lorsque vous comptez, c'est surtout d'arriver à rendre ce décompte individuel. Je m'explique. Souvent, on fait des grilles de tir qui sont aux yeux de tout le monde. Il ne faut pas croire, mais les gamins se comparent. Nous, dans notre esprit, on se dit, bon, ouais, on s'en fout, machin, tout ça. Mais il vaut mieux prévoir la feuille individuelle que vous posez. Donc ça fait 10 feuilles si vous avez 10 joueuses que vous posez sur la table près du milieu, plutôt que de prévoir un tableau. Parce que les gamins et les gamines se comparent. Et forcément, tout le monde n'est pas au même niveau. On a des débutants, on a des gens qui sont déjà moyens, et on a des gens qui sont experts. On a des gens aussi, ça c'est une vérité, il faut en être conscient, qui n'ont pas le même potentiel. Qui n'ont pas le même potentiel. Il y en a qui sont, on va dire, un peu plus doués de leurs mains, et d'autres, et ben voilà, c'est des vraies truelles, quoi. C'est plus dur. D'accord? Essayer de shooter avec une truelle. Et donc l'idée, c'est effectivement pédagogiquement de se dire, voilà, on va compter, mais il n'y a que toi qui compte là-dedans, dans ce décompte-là. Aujourd'hui, tu t'es à 1 sur 10, dans un an, tu es à 3 sur 10, et c'est déjà une progression, bravo. Hein, je préfère voir, moi, les 3 sur 10 que tu mets, plutôt que les 7 sur 10 que tu loupes. Et puis, dans un an, après, ben, tu seras à 5 sur 10, et là, le joueur, lui, se voit lui-même, le joueur ou la joueuse se voit lui-même ou elle-même progresser, et pas dans la comparaison. Parce que si je suis dans la comparaison, j'étais à 1 sur 10, je me compare par rapport à la fille qui était à 5 sur 10. Un an après, je suis à 3 sur 10, j'ai progressé. Mais je vois que l'autre, elle est toujours devant moi, parce qu'elle met 7 sur 10. Et psychologiquement, dans l'apprentissage, c'est pas la même chose. Alors après, sur les tirs, vous pouvez aussi avoir d'autres gammes d'appui. Tout simplement, là, tu vas arrêter de faire arrêt simultané tir. J'aime bien faire la passe à terre dans un premier temps dans l'apprentissage, parce que ça donne un repère. Le ballon qui vient taper le sol, ça donne un repère pour pouvoir effectivement, à partir de ce repère-là, prendre son impulsion. Quand on fait un arrêt simultané, donc tu vas prendre ton impulsion, ce que je veux que tu arrives à faire, c'est prendre une impulsion, donc souvent elle se fait ici pied gauche, si tu es droitier, tu vas capter le ballon dans ton saut, un saut qui va plutôt être rasant, atterrir sur tes deux appuis, arrêt simultané et tirer. Ok, tu le fais à l'intérieur de la zone à 3 points. Allez, go.
Hop, là c'est un tout petit peu limite. Très bien, repart. Maintien, 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 maintien. L'idée du maintien du bras, c'est... il faut le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Mais l'idée du maintien du bras, c'est qu'à un moment, le joueur, s'il ne maintient pas son bras, il va avoir tendance systématiquement à le raccourcir. À le raccourcir, à le raccourcir, à le raccourcir. Le concept, c'est si je suis à 120% d'entraînement, je vais pouvoir m'accorder le fait d'être à 100% le jour du match. Par contre, si je suis à 90% d'entraînement, vous m'avez compris. D'accord? Donc, autre rythmique. Alternatif simultané. Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier, moi? Il est là. Donc là, on était vraiment sur un travail qui était le travail plutôt analytique, qu'on va beaucoup faire chez le débutant, et qu'on va faire moins, mais souvent quand même, pour répéter, peut-être que 5 minutes. Vous entamez un travail, un exercice d'adresse, peut-être que 5 minutes, un peu d'analytique, mais pour replacer le geste, simplement. Et puis après, la grande partie qui fait que derrière on devient adroit, c'est tout bête. Hein. Comment on devient adroit après? En répétant, en répétant, en répétant, en répétant, en répétant. En tirant beaucoup, une fois, deux fois, 1000 fois. Ok? Et là, l'idée, c'est d'arriver à trouver toute une sorte, tout plein d'exercices qui vont être des exercices d'ordre un petit peu plus ludique. Alors, il me faudrait un autre joueur. Un autre joueur ou une autre joueuse. Peu importe. Est-ce que tu peux m'envoyer un feutre, Quentin, s'il te plaît? Prenez un ballon chacun. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de les mettre plutôt par niveau. Donc, vous connaissez tous les types d'exercices qui vont être... Merci. Attraper des souvenirs. Hop. J'aime bien les aspects qui sont un petit peu visuels. Alors, tiens. 4. Ils vont comprendre. Non. Fred, et là, Quentin. Vous pouvez le faire par équipe, vous pouvez le faire en concours individuel. Voilà. Donc si je rapproche un petit peu le tableau, donc vous oubliez ce qu'il y a en bas. Là, ça, on s'en fout. D'accord? Sur ce carte terrain, Quentin. Sur ce carte terrain-là, Fred. Ok? On a des chiffres qui sont entourés. Ce sont des spots avec le nombre de tirs à marquer. Je tire, je vais chercher ma balle, je reviens, je tire, et ainsi de suite. Dès que vous avez marqué le nombre de tirs qu'il y a sur le spot, il faut venir couvrir, récupérer le feutre qui sera ici, et venir barrer le spot qui a été validé. Je me fais comprendre? Ouais? C'est bon? Prêt? Alors, on a dans le corner là-bas 3, ici dans le coude de la raquette 4, et à 45 à 3 points 2. Ah, bien sûr que tu es obligé de faire un 3 points. Go! Parti! Autre règle pédagogique, mettre le niveau de difficulté en face des réalités du joueur. Si la marche elle est trop haute, le joueur à un moment va s'épuiser et à un moment il risque de renoncer. Si la marche elle est trop basse, ça devient trop facile et il ne progresse pas. Est-ce que je vais en avoir un qui va terminer son spot? Ouais, Fred, ok. T'as le feutre qui est par terre, t'es de ce côté. Ok, stop. On va arrêter l'exercice là, vous avez compris. Mais cet aspect visuel, c'est vraiment qu'on rentre effectivement dans l'aspect un petit peu de la compète. Vous pouvez aller un petit peu plus loin que ça. Je m'explique. Par exemple, on sait que les forts shooters sont les personnes qui sont capables de mettre des séries de tirs. Un fort shooter est capable, sur un match, de marquer un panier à 3 points, suivi d'un deuxième, suivi d'un troisième, par exemple. Bah, l'idée, c'est de recréer un petit peu ces conditions-là. Et donc là, j'avais simplement un chiffre entouré, mais si j'ai un chiffre qui est précédé du multiplié, ça veut dire qu'il faut qu'ici, je vienne, dans ce cas-là, marquer 2 tirs à 3 points consécutifs. Si j'ai x2 là, c'est 2 tirs à 3 points consécutifs.
Et après, vous pouvez mixer. C'est-à-dire que là, j'ai 2 tirs consécutifs. Là, j'en ai simplement 3 à marquer. Ce que j'aimais bien faire aussi, c'est par exemple, hop, faire la vaguelette avec la flèche pour indiquer que c'est un tir qui va être pris après dribble. Hop, par exemple ici 4. Donc on va partir là-dessus. On a ce spot-là là, qui est à faire. Donc en partant derrière la ligne à 3 points, je pars en dribble, je m'arrête au niveau du coude, tire. J'en ai 4 à mettre. À 45, j'en ai 2 consécutifs à 3 points à mettre. Et dans le corner, j'en ai 3 à mettre. Ok? Prêt? Allez, go! C'est parti! Allez, allez! Ok, stop. Vous avez compris le concept. Il y a un petit truc qui est gênant. Quand on arrive sur des catégories comme les U17, l'idée c'est quand même de pouvoir reproduire un match, de reproduire un tir qu'on va pouvoir prendre en match. Qu'est-ce qu'il faisait Fred? Alors, de ce côté-là du terrain, tire. Tire. Est-ce que c'est le type de tir que tu peux réellement prendre en match? Non. Alors déjà, quand vous partez en dribble et que vous attaquez la raquette, rarement vous dribblez en commençant avec un dribble qui est tout de suite devant vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un défenseur. D'accord? Donc tu vas faire la même chose. J'aurais pu le placer aussi pour Quentin, bien sûr. Et je veux que tes 2 appuis soient en face des 2 plots. D'accord? Et là, tu démarres vraiment comme si tu attaquais un défenseur, avec un dribble qui va être un peu plus sur le côté, et tu viens prendre ton tir ici. D'accord? L'idée, c'est d'arriver aussi à créer, sans forcément bombarder les gens de consignes techniques, trop d'informations, tue l'information, c'est d'arriver à créer un environnement qui va provoquer la technique chez le joueur. Et c'est encore mieux, à la fin de l'exercice, quand on dit « Pourquoi est-ce que je t'ai mis des plots là ?» Ah bah parce que normalement, j'ai un défenseur, comme tu viens de le faire, j'ai un défenseur et que je ne peux pas dribbler en étant comme ça devant moi. Ok? Oui, je t'écoute. Si tu mets ces exercices-là, est-ce que tu mets toujours tes prérogatives de sautiller avant de tenter tout seul? Alors, exactement, tu as raison. Quand on va arriver sur des concours, des choses comme ça, forcément, tous les aspects un petit peu analytiques, le socle commun, que j'ai appelé, d'accord? Là, il ne faudra pas le remettre en place. Et puis après, on ne peut pas avoir des joueurs qui, pendant le match, le vrai match, le samedi, vont tirer, faire comme ça. Il m'a dit de pas bouger. Ah, ça y est, la balle a touché le sol, je peux replier. Non, pas possible. D'accord? Donc là, effectivement, il faut arriver à le gérer. Donc on a parlé des gammes, on a parlé aussi effectivement de ce petit type de concours. Vous pouvez le faire en équipe, ce type de concours-là. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu mettre Fred et Quentin ensemble face à 2 autres personnes. Et on a le même type de travail. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut bien faire comprendre aux joueurs aussi, c'est qu'il ne valide le spot que quand il est barré sur le tableau. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment dans l'aspect compétition, où je vois où en est mon adversaire. Parce que sur le tableau, c'est marqué. Ok? Tout à l'heure, on était sur un travail de, vous savez, les grilles de tir, où par exemple, et ça c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir effectivement un suivi longitudinal de la progression individuelle du joueur, on aurait très bien pu avoir aussi le type de contrats où on va retrouver cet esprit un petit peu de série. On va dire, ok, ton premier contrat que tu dois essayer de réaliser, c'est par exemple de marquer, je sais pas, 5 sur 10 à 2 points. Si tu réussis ce contrat-là, hop, tu viens marquer sur ta feuille individuelle, contrat réussi. Et il est suivi d'un deuxième contrat, que je peux attaquer si bien sûr j'ai validé le premier contrat, qui sera par exemple de marquer 4 sur 10 à 3 points. Et on va enchaîner comme ça les contrats, et l'idée c'est que le joueur puisse se voir progresser aussi sur le nombre de contrats réalisés, qui doivent être les mêmes. D'accord? Tu as dû faire avec Greg. D'accord? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi aller loin. On peut aller aussi sur cette histoire de série. Tu vas valider ton contrat si tu fais 3 sur 3, plus 1 sur 2 à 3 points. Tu vas valider ton contrat si tu fais 8 sur 10 à 2 points, et que tu viens clôturer ce contrat-là en faisant 1 sur 1 au lancer franc. Et pourquoi c'est intéressant justement de jouer avec cet aspect-là par rapport au lancer franc? On reviendra sur l'aspect du lancer franc. De se dire, voilà, j'ai fait mon contrat, mais je le valide que si je marque mon lancer franc. Le lancer franc,
Moi, en tant qu'entraîneur, il n'y a rien de plus insupportable quand vous perdez un match et que vous avez l'impression que vous perdez à cause des lancers francs loupés. Dites, ce match-là. En plus, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on a rarement les stats à disposition, mais par contre, les lancers francs, on peut facilement les compter sur la feuille. On voit le nombre de fautes qui ont provoqué effectivement un certain nombre de tirs de lancers francs, et on voit le nombre de lancers francs qu'on a marqués. Ah oui. Ah ouais. 4 sur 22. Bon allez, on aurait eu un pourcentage à peu près correct en étant 50%, on aurait mis 11. Ah bah tiens, on aurait gagné. La réaction c'est, lancez francs la semaine prochaine. Hein, puis on les met tous en colonne là, hop, et puis shoot et lancer, shoot et lancer, shoot et lancer. Hein, vaut mieux un petit peu souvent que beaucoup une fois. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah là on fait beaucoup une fois. Rentabilité, j'ai un peu des doutes. Par contre, du lancer franc tout le temps, un petit peu, qu'on va mettre entre chaque exercice, qu'on va mettre dans nos exercices. Il y a un truc qu'on peut faire, qui est assez connu, hein, c'est on fait un match, on joue 5-5 sur, je sais pas, on est en train de travailler sur corne, ce que vous voulez. Par contre, tous les paniers qu'on marque, ils sont validés que si on marque le lancer franc derrière. Quentin, on joue 5-5, il met un tir à 3 points. Ok, donc il n'y a pas 3-0. Pour l'instant, il y a 0-0. Tu as marqué un tir à 3 points, tu dois valider ce tir à 3 points par un lancer franc. Tu marques le lancer franc, ok, maintenant il y a 3-0. On remet un peu la pression du lancer franc. D'accord? Alors on ne peut pas se permettre de faire cet exercice-là tout le temps, parce que ça couperait beaucoup le rythme, mais une fois de temps en temps, ça peut être intéressant. Au niveau des lancers francs, ça fait 3 ans maintenant qu'au pôle, on fait du lancer franc entre chaque exercice. Chaque exercice, on fait du lancer franc. Et sous des formats complètement variés. Alors, on évite d'avoir des trop grosses séries, c'est-à-dire qu'on ne fait pas shooter 10 lancers francs de suite parce qu'on estime que ce n'est pas la réalité. C'est rarement dans un match, on va shooter 10 lancers francs de suite, sauf bagarre, anti-sportive et compagnie. Mais c'est souvent qu'on va shooter, effectivement, un lancer franc, 2 lancers francs. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, on fait un exercice, je ne sais pas, de préparation physique, sur les soufflets, c'est intéressant, tiens. Allez, tout de suite, avant d'aller boire, vous devez shooter 2 lancers francs. 1, 2. L'idée, c'est de pouvoir suivre l'évolution du gamin. Donc il court, hop, et il va marquer son résultat. Voilà, j'ai fait 1 sur 2, 2 sur 2. D'accord? Et après, nous, effectivement, ça rentre dans un tableau, et c'est tout bête, hein, une fois que le tableau est établi, et une fois que vous avez mis ça en place, vous pouvez suivre l'évolution du gamin tout au long de l'année et voir sa progression au niveau du lancer franc. Donc, de petites séries. Alors par contre, vous pouvez faire par exemple, ce qui est bien, c'est faire aussi changer de panier pour s'habituer systématiquement à un nouvel environnement, ce que vous côtoyez dans les championnats, parce que vous jouez à la maison, vous jouez à l'extérieur, vous jouez à la maison, vous jouez à l'extérieur. Shoot 2 lancers francs ici, vous devez changer de panier, shooter un lancer franc. Et vous marquez votre résultat sur 3. Et ainsi de suite. Un petit peu souvent, vaut mieux que beaucoup une fois. Ok? Donc ça, c'était la parenthèse par rapport au lancer franc, qui est un tir qu'on a du mal à faire travailler. Et pourtant, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment fondamental. Si vous arrivez à mettre un petit peu de lancer franc souvent, voilà, vous pouvez être sûr que vos joueurs et vos joueuses, quand ils vont arriver en senior, ce seront au moins de corrects shooters lancers francs. Voilà, ceux qui ont une capacité d'adresse pourront aller plus loin, mais de façon générale, ce seront de corrects shooters de lancer francs. Il me faut des plots. Il me faut des plots. Donc normalement, ça se fait en équipe. Alors là, vous allez le faire individuellement. De préférence, ça se fait en équipe. Donc Quentin, tu vas prendre un ballon. Fred, tu vas prendre un ballon. Fred, tu vas aller de ce côté. Je vais mettre que 3 plots. Vous pouvez facilement monter à 5, 6, 7 plots en fonction du niveau de vos joueurs. Donc c'est simple. Enfin, c'est relativement simple. Je shoot, je vais chercher mon propre rebond. D'accord? Si j'ai scoré, je déplace un plot de l'autre côté du demi-terrain. D'accord? Et si je n'ai pas scoré, je dépasse pas de plot. Ok? Pour l'instant, on ne tire qu'à 2 points et pas de tir à moins de 5 mètres. L'idée, c'est celui qui gagne, c'est celui qui a déplacé tous les plots, ou en tout cas celui qui n'a plus de plots sur son demi-terrain. Il faut bien comprendre que Quentin, pour l'instant, il en a 3, Fred, il en a 3, mais là, Fred, il en a 4 maintenant. Donc si on veut scorer, on rejoue sur la capacité à devoir faire des séries de tirs marqués. Ok? Vous m'avez compris? C'est parti.
Pas de tir à moins de 5 mètres. C'est mieux, ouais, si tu dribbles. Dribble, 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 dribble. Voilà. Stop, on va pas aller plus loin. Vous avez compris le principe. Il y a 2-3 petites précautions à prendre. Donc vous interdisez vos joueurs, vos joueuses à déplacer le plot avec le pied. Interdit. Parce que du coup, sinon on a le droit à de grands coups de pied. Et le plot, on le déplace. On le déplace. On le pousse pas. Ok? C'est celui qui a plus de plot de son côté qui gagne. Alors après, on peut amener des variantes et aller un petit peu plus loin. Par exemple, c'est le tir à 3 points, c'est 2 plots que je peux déplacer. Le tir à 2 points, c'est un seul. Il faut que je marque 2 tirs consécutifs pour pouvoir déplacer un plot. Il faut que je marque mon tir extérieur et que je vienne le valider par un lancer franc pour pouvoir déplacer un plot. Vous avez effectivement à votre disposition tout un tas d'outils pour pouvoir jouer systématiquement sur à la fois la dualité, où est-ce qu'il en est mon adversaire, ça c'est une forme de pression, d'accord, et puis sur la capacité à mettre des séries. Alors, sur des moments qui sont plus des moments, notamment, on ne sait pas trop des fois comment gérer ces moments-là quand on est en fin de saison. Des fois, on a un petit peu moins de joueurs et de joueuses, mais on veut quand même continuer un petit peu à travailler. Donc, on est sur quelque chose qui va être moins d'intensité, plus ludique, mais néanmoins, ça reste du travail. Ça reste du travail, d'accord? Vous connaissez tous ces jeux. Par exemple, il y a un jeu qui est sympa et qu'on fait, nous, au niveau du pôle, au mois de juin. Hop, c'est la banque. Tu connais la banque? Tu connais? Alors, c'est Fred qui commence. Ouais, c'est ça, c'est l'histoire du coffre. C'est Fred qui commence. Donc Fred, alors par contre, ce sont rarement des exercices qu'on peut faire en pleine saison. Parce que c'est plutôt des exercices tranquilles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours dans la dualité et qu'effectivement, on a une forme de pression. Donc tu vas choisir ton spot, il n'y a pas de spot à moins de 5 mètres. Tu tires du spot où tu veux, d'accord? Pas de tir à moins de 5 mètres, vas-y. Si Fred score, imaginons qu'il est scoré, d'accord? Quentin doit scorer exactement du même endroit. Ok? S'il tire à 2 points comme il vient de le faire, il score. Il y a 2 points qui partent en banque, dans le coffre. Quentin, étant donné que Fred a réussi son tir, doit tirer exactement du même endroit. Si Quentin se met à son tour à scorer, il y a 2 points de plus qui vont partir en banque. Et donc on aura 4 points dans le coffre. Le premier qui loupe récupère ce qui est dans le coffre, d'accord? Et le premier qui est, et c'est à vous de définir le nombre de tirs, le premier qui est à 21 points, 30 points, perd. Donc on est encore sur l'idée d'effectivement d'être sur la série. Autre jeu qu'on peut faire alors, individuellement ou en équipe, on va le faire individuellement. Viens avec moi. Vous imaginez un adversaire virtuel. D'accord? On va appeler ça battre le pro. Quand tu scores, Quentin, on va dire c'est le premier entre toi et cet adversaire virtuel qui arrive à 50 points. D'accord? Quand tu scores, ben, tu vas marquer le nombre de points de là où tu as shooté. Tu shootes à 2 points, tu mets 2 points. Si tu shootes à 3 points, tu mets 3 points. Par contre, quand tu vas louper ton tir, c'est ton adversaire virtuel qui va marquer des points. Si tu as loupé un tir à 2 points, ça va faire 2 points pour ton adversaire virtuel. Et c'est le premier entre toi et lui qui arrive à 50. D'accord? Tu y vas? Pareil pour toi, Fred, tu joues contre un autre adversaire, on y va, go! 2 points pour l'adversaire, 2 points pour l'adversaire. 4, 4-0, des deux côtés. Donc ils ne sont pas l'un contre l'autre, hein, on est bien d'accord, hein, ils ont tous les deux un adversaire virtuel. Hein. 6, t'as shooté à 3, 7. 7-3. 10, top. Vous avez compris, et ainsi de suite. Ils auraient très bien pu le faire en équipe. D'accord? Où ils ont un adversaire et Quentin et Fred sont ensemble. Quand vous commencez à avoir des joueurs qui commencent à être un petit peu adroits, qui dépassent effectivement les 50% de réussite, vous pouvez dire, si jamais tu loupes à 2 points, ça ne fera pas 2 points pour le pro. Ça lui fera 2 plus 1, 3 points. De la même manière, si vous loupez à 3 points, ça lui fera 3 plus 1, 4 points. Et vous pouvez monter sur des malus de plus 1, plus 2,
Ça, c'est à vous de voir. Collectif, individuel. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'arriver aussi à avoir des challenges pour l'équipe. Donc on a un exercice qui est vraiment hyper classique, ici au pôle. Hop. Alors il me faudrait 2 joueurs de plus. Ça va très vite, hein, c'est vraiment en mode piéton. Hein. 2 joueurs de plus. S'il vous plaît. Quentin, ça te met ici avec la balle. Dans le prolongement du plot. Fred, là-bas dans le prolongement du plot, il y en a un de vous deux qui prend un ballon. Voilà, super, tu te mets derrière Fred et toi tu vas pour devant Quentin. Donc c'est bien aussi d'arriver à travailler autour de la progression collective de l'équipe dans l'adresse. Donc l'exercice il est archi connu. Le premier de la colonne qui n'a pas de balle, eh bien compte le plot qui est ici. Et là tu as plusieurs choix. D'accord ? Soit tu captes à 3 points, tu tires. Tu scores 3 points pour ton équipe. D'accord ? Soit tu captes derrière 3 points, tu attaques dans le dribble, vrai drive. Hein. Tire en suspension à l'entrée de la raquette, tu scores 2 points. D'accord ? Et ça va dépendre de ton appel de balle, et donc la position des mains, etc. Soit tu contournes le plot, tu n'appelles pas la balle, tu l'appelles ici au niveau des lancers francs, tu captes, tu tires. Tire à 3 points, tire à 2 points après dribble, ou tire à 2 points direct. Dès que Fred t'a passé ta balle, tu contournes de l'autre côté, et ainsi de suite. On y va ? Allez, go, pensez à prendre le rebond. Hein. Voilà. Hop, tu récupères ta balle, tu changes de colonne. Fred, dépêche-toi. Faut être 6. L'idéal, c'est d'être 6. Voilà. Stop. Alors là-dessus, je vous invite vraiment à essayer de rendre vos joueurs un peu autonomes par rapport à ça. Donc au début, vous pouvez vous amuser à compter, puis très vite, une fois qu'ils ont très bien compris l'exercice, qu'ils ont des records à battre, de les rendre autonomes. C'est à eux de compter. C'est leur truc, c'est leur challenge qu'ils essaient de battre. Et faites-le à intervalles réguliers, alors peut-être pas toutes les semaines parce que la progression ne sera pas significative, mais de revenir sur ce type d'exercice-là, peut-être une fois tous les mois et demi, tous les 2 mois, ça peut aussi marquer l'équipe qui progresse. Je me tourne vers Béranger, mais attention, souvent une chute d'adresse spectaculaire, qui n'a pas forcément un rapport avec la technique, c'est souvent aussi une marque de fatigue générale. Ça peut être un indicateur. Je confirme ? Merci Béranger. Combien... souvent quand je pose cette question-là, tout le monde me dit oui, le tir c'est important. Oui, c'est important le tir. Vous entraînez généralement 2 fois par semaine ? 2 fois 1h30 ? Donc 3 heures d'entraînement. Honnêtement, sur 3 heures d'entraînement, combien de temps vous consacrez au tir ? Avec les lancers, on va mettre les lancers dedans. 1 heure sur 3 ? Ouais ? Une demi-heure, 40 minutes ? Honnêtement, si on veut vraiment commencer à progresser dans le tir, il faut qu'au moins 25% du temps d'entraînement soit consacré au tir. Ah ouais. C'est dur, hein ? Parce que, attends, t'es bien gentil Yann, mais on a 3 heures d'entraînement, on nous fait de la zone, donc il faut jouer l'attaque de zone, on nous fait de la fille à fille, de la zone presse, on a les touches à voir, les machins. Ouais, mais entraîner, c'est faire des choix. Et la formation de la joueuse et du joueur, ces choix-là, il faut qu'ils soient clairement identifiés. Et accepter de se dire, bah, peut-être que je préfère peut-être rogner un peu du temps sur ce que j'avais prévu par rapport à l'attaque fille à fille, sur mes systèmes et tout ça, pour consacrer un peu plus de temps à l'adresse. Peut-être que vous n'allez pas, vous, directement tirer les fruits de votre travail. Mais au moins, vous allez accompagner la joueuse à pouvoir se développer. Peut-être que c'est que sur la catégorie supérieure qu'on verra réellement le rendu de ce travail-là. Et c'est dur parce que nous, entraîneurs, honnêtement, on est jugés par quoi ? Le résultat. C'est ça qui compte. Combien d'entraîneurs ont dit, lui,
Lui, cet entraîneur-là, qui vient de rentrer, lui, il a formé tel et tel joueur. Lui, c'est vraiment un très bon entraîneur. Non, non, non. Ah ouais, putain, le mec là qui vient d'entrer dans le gymnase, là, tu le connais, ouais. Dernier champion des Alpes. Ah, avec ses cadettes, là. C'est comme ça qu'on est reconnu. C'est malheureux parce que du coup, c'est vrai que dans d'autres cultures, ils ont cet aspect-là de dire, de reconnaître le coach formateur. Alors attention, hein, les deux ne sont pas forcément incompatibles. On peut aussi gagner et former. Hein. Mais voilà, à un moment, il faut se poser aussi la question des choix qu'on doit faire et du temps qu'on doit y consacrer. Il vaut mieux effectivement faire des choix tranchés en disant ça, effectivement, je ne le verrai pas. Pas tout de suite en tout cas. Je vous donne un exemple. Nous, au pôle, pourtant, on s'entraîne. On les a 5 fois dans la semaine. Hein. Quand ils sont à plein régime, ils s'entraînent 5 fois avec nous, plus une fois avec le club, et après ils jouent en championnat de France. Nous, là, par exemple, sur le travail collectif, sur les garçons, le travail du pick and roll, on n'a pas fait encore. Pas fait. Janvier. Janvier, on devrait pouvoir faire. Le travail des écrans d'emporteurs, pareil. Janvier, février. Avant, on ne fera pas. Parce qu'on doit consacrer du temps au reste. Et on a ces fils rouges, que sont le travail d'adresse et le jeu rapide notamment. Est-ce que vous avez des questions? Je vais y arriver. Oula. Pas de questions? Bah écoutez, je vous remercie. Je remercie les cobayes.